déjà demandé ce qu'un médecin légiste voit vraiment, ce qu'il découvre quand il ouvre un corps, les indices qu'il trouve, les vérités qu'il révèle? Dans cet épisode, on part dans les coulisses d'un métier qu'on ne voit jamais, celui de l'homme qui enquête sur les morts, celui qui doit comprendre comment, pourquoi et par qui ils sont morts. Et crois-moi, il en a vu des choses. Des morts absurdes, violentes, choquantes, un homme retrouvé dans un club échangiste, un ado qui tue sa famille et les dévore, des corps carbonisés, des bébés victimes et des histoires d'amour qui finissent dans le sang. Il nous raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a compris et ce que les corps lui ont appris. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à découvrir une nouvelle fois la réalité du métier le plus glaçant du monde. Bienvenue dans le deuxième épisode de StoryCube avec Bernard Marc, l'un des plus grands médecins légistes de notre époque. La première mauvaise nouvelle, elle est terrible pour ces deux enfants qui se sont battus pour elle. C'est de dire votre maman est décédée. Et c'est d'une violence absolument terrible parce que le corps a été brûlé, mais que la partie haute. La partie haute n'est que brûlure, n'est que charbon. Et ils vont aller jusqu'à l'horreur, puisque là, ils vont faire des actes de torture et de barbarie. Il y en a un qui sort une pince, qui lui tire la langue et lui dit « Tu dis des mauvaises choses sur moi, t'as une langue de vipère » et il lui coupe la langue. Bonjour à tous, aujourd'hui dans StoryCube, on reçoit une nouvelle fois un invité hors du commun, Bernard Marc, médecin légiste. Durant sa carrière, il a vu des histoires absolument dingues, des anecdotes folles, et aujourd'hui, il va nous les raconter dans les moindres détails. Il a d'ailleurs sorti un nouveau livre récemment pour les morts et les vivants, dans lequel il revient sur plusieurs histoires qu'il aurait vécues, qu'il raconte. Il aura l'occasion évidemment de nous en parler. Bernard, bienvenue une nouvelle fois dans StoryCube. Merci. C'est vrai que la dernière fois, on avait abordé quelques histoires que tu parles notamment aussi dans ton livre, et je trouvais intéressant de peut-être revenir sur d'autres histoires que tu parles aussi dans ton livre, ou pas, peut-être des anecdotes un peu diverses et variées. Et je te propose qu'on attaque directement sans transition. Tu parles de l'affaire Maud Maréchal, la nuit du 12. C'est une autre affaire, qu'est-ce qui est... Alors, Maud Maréchal, au départ, c'est une affaire absolument terrible. C'est un petit matin dans un petit quartier très discret, très tranquille de banlieue. Et puis je suis appelé parce qu'on a retrouvé le corps d'une jeune femme, et le corps d'une jeune femme qui est brûlée vive. Donc brûlée vive, c'est-à-dire qu'elle était encore en vie quand elle a... Pourquoi brûlée vive? Parce que ça fait un angle de rue, il y a un point de départ, et puis on la voit. Tu vois, on reconstitue son parcours, puisqu'il y a des flamèches, des éléments, elle arrive à tourner l'angle de rue, et puis elle va s'effondrer, et c'est là qu'on va retrouver le corps. Mais entre-temps, elle a laissé des fragments, elle a fait plus d'une vingtaine de mètres, peut-être 30 mètres, avant de s'effondrer. Et c'est d'une violence absolument terrible parce que le corps a été brûlé, mais que la partie haute. Donc la partie haute n'est que brûlure, n'est que charbon. Et puis en bas, il y a les jambes d'une jeune femme, dans un short, un aspect qui est terrible entre la destruction d'un côté et puis des preuves d'une évidente jeunesse. Elle a un peu plus de 20 ans, 22 ans, 23 ans, et tu es totalement choqué, et puis tu es totalement choqué en plus parce que tu la vois. Ouais. Ça fait 2 fois que je dis que tu la vois, mais c'est vrai, on voit, on ne peut, qu'en voyant les traces, imaginer qu'à ce moment-là, elle est en train de hurler, et à un moment, elle tourne même, à la fin, elle tourne même sur elle-même tellement elle est prise dans ses flammes. Et puis ça nous interroge aussi parce que qui dans ce quartier pavillonnaire tardivement peut attendre quelqu'un avec un briquet de l'essence? Ouais, parce que sinon un proche. C'est ça la théorie principale, c'est que quelqu'un lui a mis une... elle est aspergée. Ça, on n'est pas dans la théorie, on est dans le médico-légal. Elle est aspergée d'un liquide inflammable qu'on inflamme, donc il faut que, pas d'heure dans la nuit, dans un petit quartier ultra tranquille, et quelqu'un avec un bidon d'essence qui lui jette dessus, qui l'allume. Donc c'est quelqu'un qui lui en veut totalement. Donc qui peut en vouloir à quelqu'un aussi précisément parce qu'elle est très proche de chez elle et qu'il quasiment va la chercher chez elle? Ben c'est forcément un proche. Donc tout le monde veut avoir ce proche. Et le proche ne va pas sortir, ne va pas émerger. C'est ce qui donne le film La Nuit du 12. Comment on enquête sur un corps carbonisé comme ça? On peut retrouver des choses ou au contraire, il n'y a rien à... Alors, là, il y a des éléments qui sont évidents, il y a des éléments qui témoignent bien du fait qu'elle a été
Elle est morte des brûlures, elle n'est pas morte de l'intoxication par les fumées. On voudrait qu'elle soit morte par l'intoxication par les fumées, c'est-à-dire qu'elle ait perdu conscience. Non, c'est pas le cas, c'est pas une victime d'incendie, c'est vraiment une victime immolée vive. Immolée vive, c'est la pire des morts qu'on imagine. C'est le supplice ultime au Moyen-Âge, hein, mettre les gens au bûcher, hein, les faire brûler vifs, c'est l'horreur des horreurs. Est-ce que ton corps il sent quand tu es brûlé vif ou au contraire les nerfs ils se déconnectent Il y a forcément des douleurs effarantes. Heureusement, on espère que l'intensité des brûlures a fait que ce soit quelques instants. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelques instants. C'est vraiment ce que je lui souhaite. Vraiment ce que je lui souhaite. Et sur ces images-là, sur cet élément, Dominique Moll et son équipe demandent un conseil technique. Il demande un conseil technique en disant, au légiste que je suis, en disant est-ce que vous savez, parce qu'ils reproduisent, au cinéma, on reproduit des corps en silicone, des faux corps de cadavres, on ne va pas déguiser un acteur, on fait des corps, des modèles, qui sont extrêmement ressemblants, et ils me demandent si je peux les aider un peu, si j'ai des images et des choses comme ça. Je dis oui, des images d'un corps à moitié brûlé. Oui, chez une femme jeune. Je dis, attendez, racontez-moi un peu l'histoire. Oui, mais c'est une histoire qui s'est passée. Ils n'avaient pas très bien suivi où j'étais, et je leur dis, oui, je pense que je peux malheureusement pouvoir vous aider bien, parce que c'est moi qui étais là. Ouais. Moi qui ai fait cette levée de corps. Ça a été quelque chose de fort au moment du tournage et pour le réalisateur. Et il a bien voulu, parce qu'il a reçu tous les Césars, parler de Maud Maréchal et avoir ses pensées, non pas comme on le voit usuellement pour les producteurs ou les gens qui ont aidé au film. Il les a eu aussi, mais il a surtout eu les pensées pour cette jeune femme dont on voudrait avoir l'élucidation. C'est un grand espoir et c'est maintenant le procès, cette histoire est arrivée dans le pôle Colcaise. On espère, sachant que sur les noms de gens qui ont été entendus au départ, il y a forcément le nom de l'auteur. C'est pas une rencontre hasardeuse. C'est forcément un de ceux qui a été entendu, qui a dit « je ne sais pas, j'étais pas là, je vous ai donné un alibi », il est là, il est dans la liste. C'est ce qui taraude les enquêteurs en disant « on a le nom, on l'a entendu ». C'est juste qu'on ne sait pas lequel, quoi. On ne sait pas lequel, et il ne s'est pas dénoncé, et il doit être là. Et ça donne toute la force du film La Nuit du 12. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, ou revoyez-le en replay comme vous voudrez, mais c'est un superbe film. Et on n'a pas d'éléments sur, je sais pas, il y aurait une dispute avec quelqu'un, voilà, enfin... Ils ont tout exploré, ils ont tous les éléments. Plus logique que ce soit un amoureux inconduit ou quelqu'un où pour être à ce point-là et dans ce mode de meurtre, il y a forcément un aspect de jalousie, de volonté de nuire à l'autre et de détruire aussi, dans les lésions, de détruire la face, le visage. Hein. Quand on décrit quelqu'un et quand nos images, du vivant, quand on croise quelqu'un, on retient son visage, son allure. Et donc là, quand il y a des destructions qui sont de cet ordre, c'est de l'ordre de détruire la personnalité, le visage de l'autre. Le visage de l'autre. Donc je veux détruire le visage de l'autre. Je ne veux pas la tuer, parce que la tuer, il aurait donné des coups ailleurs, mais je veux détruire son visage. Donc là on y voit quelque chose qui est de l'ordre de la jalousie, de vouloir détruire et de vouloir détruire cette beauté. Je sors un peu de cette affaire pour poser une petite question que je me posais depuis tout à l'heure, mais ça t'est déjà arrivé de rencontrer, je sais pas moi, des morts absurdes ou des gens qui sont tués mais d'une manière un peu bizarre ou... impromptu. Ouais. Ah oui, ça malheureusement, des morts absurdes, ça arrive, et ça arrive avec une stupidité supplémentaire. J'ai souvenir d'un brave homme qui voulait montrer sa capacité à grimper sur les hauts des wagons de train et courir. L'ennui, c'est qu'il s'est mis sous la caténaire et il a eu un très joli arc électrique. Alors l'arc électrique entre la personne, il a servi d'antenne, si tu veux, en courant entre le wagon et la caténaire qui était au-dessus. Et effectivement, c'est à 20 000 volts, donc c'est pas extraordinaire. Donc, il a fini en grillade humaine. Et puis un deuxième qui voulait absolument
faire du bricolage, et en faisant du bricolage, il a mis sa tondeuse à gazon, sa grosse tondeuse à gazon sur un rebord pour se glisser en dessous et essayer de nettoyer bien le rotor. Et la tondeuse a basculé sur lui et relevé 200 kilos de tondeuse à gazon. Donc il a fini malheureusement avec en plus l'empreinte du rotor de la tondeuse qu'il essayait de nettoyer sur le corps et qu'il a comprimé. Comme quoi les morts absurdes, ça peut arriver. C'est dingue, donc c'est possible de mourir sous une tondeuse écrasée par un... Ça fait un syndrome asphyxique parce que le poids est tel que la cage thoracique ne peut plus ventiler. Et t'as pas assez de force en fait pour soulever ces... Il y a 200 kilos à soulever, donc... Eh ouais, comme quoi il faut faire attention quand on entretient les grands jardins. Et le gars qui court comme ça sur le train, est-ce qu'il est mort sur le coup direct, tu penses? Ah oui, là il s'est pris... oui, mais c'est un pari stupide en disant je vais vous montrer, je peux courir sur le train. Et il y avait des gens avec lui, Oui, des gens qui ont regardé courir et qui l'ont vu arriver, se transformer brusquement, comme dans les dessins animés. On dit à la foudre qui arrive, sauf que c'est dans les dessins animés et que là il est illustré lui-même. Ça se passe comment? Est-ce que le corps il brûle ou au contraire juste il s'éteint et voilà? Ah bah le corps, dans les dessins, des parties sont brûlées parce qu'il y a un énorme coup de jus électrique qui va arriver. Il y a notamment une affaire dont tu parles dans ton livre, je crois, c'est le féminicide de 2 ados. Apparemment, il y aurait une histoire avec 2 adolescents, une histoire d'amour qui finit en drame. Une histoire compliquée et difficile, cette histoire de féminicide. C'est l'histoire d'un couple qui vient de l'étranger, il s'installe avec leurs 2 enfants et il y a un climat de violence qui règne. Ce climat de violence, il est tel que un jour, le fils va s'interposer entre les violences entre le père et la mère. Le fils qui est le plus qu'à 16 ans, 17 ans, qui est un garçon brillant, qui veut faire des études d'informatique. Et la police intervient, lui est poursuivi parce qu'il a porté des coups à son père. Étonnant. Mais quand même, comme le père est violent aussi, on lui dit de partir du domicile, il a une éviction. On fait une espèce de jugement de Salomon, où le fils a une partie, le père a une partie. On s'occupe pas trop de la mère, qui passe d'ailleurs pas, qu'on voit pas, nous, dans cette unité. On la voit pas dans notre unité médico-judiciaire, et puis ça disparaît dans le fil des choses. Et puis le père est furieux, il attend, et puis il va revenir au domicile un jour, il va revenir à un domicile armé. Il va s'en prendre à sa femme, il va la poignarder, il va la tuer sauvagement. Le fils est là, il se bat avec lui. Il se bat avec le père pour essayer de sauver la mère? Pour essayer de sauver la mère, qui est là et qui vient recevoir des coups. Et puis il y a le jeune frère, alors quelques mois se sont passés, il a grandi, le jeune frère il a une quinzaine d'années, et lui aussi va s'interposer, il a même essayé de donner un coup de couteau à son père comme il peut, mal d'ailleurs, il le blesse pas, et puis le père arrive à les bousculer tous les deux, et puis va finir par se pendre. Et on est dans un climat de violence totale. Violence totale parce qu'il y a cette mère qui a été tuée sauvagement, un coup de couteau et un acharnement. Et c'est devant les enfants? Devant les enfants, ils sont là, à un moment, ils s'en vont parce qu'ils ont été aussi blessés dans l'histoire. Le père a donné des coups, ça a été d'une extrême violence. Donc on les a, ils sont aux urgences, on est aussi sur la scène de crime où il y a 2 morts. Enfin, le père, lui, survit un petit peu, il est amené dans un service de réanimation et puis il va finir par décéder. Parce que le père, il s'est pendu juste après. Le père, il s'est pendu juste après, alors les secours arrivent, on le dépend, bon. Et on a à la fois cette situation-là, ce féminicide, cette présence des enfants, ça nous dit beaucoup de l'actualité, il y a beaucoup de choses. La présence des enfants est devenue un motif d'aggravation dans le code pénal il y a très peu de temps, le code pénal français. Mais ces enfants, on sait bien qu'ils sont impactés, qu'ils vont vivre avec ça. Et comme on les recueille, il va falloir leur annoncer les mauvaises nouvelles. Et là, on va demander aux plus anciens, dans le grade le plus élevé, comme disent les militaires, donc en clair aux légistes, tout le monde les pédiatres, c'est compliqué d'annoncer tout ça. Qu'on va me demander, je vais devoir annoncer la première mauvaise nouvelle. La première mauvaise nouvelle, elle est terrible pour ces 2 enfants qui se sont battus pour elle, c'est de dire votre maman est décédée. Et on dit le terme votre maman quand on leur parle. On ne peut pas dire votre mère, on ne peut pas être trop loin. Et les prendre en charge, parce que les 2, ils sont désemparés, ils sont perdus. Et puis la deuxième mauvaise nouvelle, quelques jours après, c'est le fait d'annoncer la mort de leur père. Alors, c'est aussi pour eux quelque chose
à la fois être violent et salvateur. Ils l'ont tellement vu être violent avec leur mère que d'une certaine façon, ils disent ouf. Un des deux, en tout cas, dit il le méritait. Et l'autre dit c'est mon père. C'est l'ambivalence, hein. C'est des choses qui sont terribles. C'est quand même mon père. Hein. C'est difficile dans cette histoire. Tu vois que les termes, ils sont pas les mêmes. Ils parlent de leur père, ils parlent de maman. Ouais, c'est ça. Et aussi, on est habitué parce que maman, c'est de l'affection et mon père, c'est distant. Hein, ils mettent cette distance. Et puis ils deviennent quoi ces deux ados? Ils deviennent deux orphelins. Et ils deviennent deux orphelins avec une situation compliquée parce que la famille est venue de l'étranger, ils sont en France. Et ils sont complètement intégrés. Hein, ces deux jeunes de 17 ans qui va avoir son bac là, quand ça se passe, il va le passer. Et le deuxième est déjà, doit être en seconde. Peut-être juste avant qu'on revienne sur la vie des ados, est-ce que tu as des informations sur un peu le décès de la mère? Est-ce qu'elle a souffert? Est-ce qu'au contraire... Voilà, c'est une bagarre sans nom. Il n'y a pas eu juste un coup de portée. Il y a des coups parce qu'elle bouge, etc. Et là, on en parlait dans la première rencontre quand on a évoqué le comment, on voit bien la lutte. On voit bien ce qu'on appelle des plaies de défense. Elle a tendu la main à un moment pour prendre l'arme. Parce que lui, il a quoi? Il a un couteau? Il a un couteau, il a un grand couteau. Et elle va se blesser en tenant, en essayant de tenir. Et malgré ça, il va continuer. Voilà. Donc c'est des choses qui nous disent vraiment de la violence extrême que ça a pu être. En plus de ce qu'on appelle les projections, la morpho-analyse des traces du sang, c'est un terme très scientifique, mais c'est les projections qui vont te dire que la personne elle était debout à ce moment-là, ou au contraire elle commençait à être couchée, ou elle était assise quand ça se passe, etc. Donc les éléments qui vont donner, on est dans quelque chose qui est terrible. Les scènes de crime, elles ont ça de particulier que par rapport à l'autopsie ou à nos examens, c'est que là, tu es dans un milieu de vie. T'as la mort dans un milieu de vie. La mort, quand on est en train d'avoir un corps dans une salle d'autopsie, sur une table en inox dans un local qui ressemble à un bloc opératoire, on sait bien que c'est un acte médical, médico-légal. On est dans une bulle. Et ben là, t'es plus dans une bulle parce qu'il y a à la fois le vase de fleurs parce qu'elle a peut-être acheté des fleurs la veille et le cadre avec les enfants aux dernières vacances et un corps ensanglanté qui est là. Tu vois. Donc ces images-là, elles sont très difficiles. T'as à la fois le sang et la pièce des ados avec, comme on l'imagine, avec des mangas, avec la PlayStation qui est là, avec, tu vois, la vie. La vie et puis brusquement la mort qui est à côté. Et tu peux pas les séparer dans cette scène-là. Donc c'est extrêmement dur. On sait de quoi elle est morte finalement, la mère, enfin la cause. Elle meurt de coups, elle meurt en partie exsangue parce qu'il a touché des gros vaisseaux et puis elle meurt parce qu'il y a des lésions respiratoires. Enfin, et là aussi, tu sais que c'est pas une mort qui a été une mort instantanée. Et donc les ados, ils grandissent un peu? Comment c'est quoi ils prennent ça et puis il faut gérer l'ensemble des choses parce qu'il y a une succession de malheur en malheur. Hein, parce que pour eux, ils se retrouvent orphelins et puis ils se retrouvent orphelins tous les deux parfaitement intégrés. Hein, voulant continuer les études en France, parlant français, etc., avec toute une famille qui est à l'étranger et qui devient les seuls qui ont l'autorité parentale, puisque l'autorité parentale est transférée sur la famille, donc avec des choses très compliquées. Pour qu'on comprenne bien, du coup, donc, ils avaient un reste de famille dans un autre pays? Oui, ils ont leur famille, et eux étaient d'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, il y a la famille, le seul endroit où, logiquement, par une logique administrative, hein, j'ai le souvenir qu'on a... avec les infirmières, avec tout le monde, on a tous cherché des vêtements pour les ados. Parce que quand ils sont sortis de chez eux, l'endroit où s'est passé le crime, c'est devenu une scène de crime. Les scènes de crime, toutes les séries, on les ferme, on les scelle. Et donc leur t-shirt de rechange, il est là, derrière les scellés judiciaires, tu peux pas l'enlever. Ouais. Et le gars, s'il n'a pas de chaussettes ou s'il a besoin de changer sa paire de baskets, elles sont de l'autre côté. Donc tout le monde s'est débrouillé à avoir qui un adolescent, qui un pantalon, pour les dépanner. Des choses que le judiciaire a du mal à comprendre, parce que dans le judiciaire, tu peux exclure la victime. Ouais. La victime, elle te sert juste à prouver qu'il y a eu un meurtre. Il y a le corps, la victime devient un corps, mais il y a autour de la famille des gens, du ressenti. Et nous, on a tout ça, hein.
médecin légiste. Légiste, d'accord, mais médecin, donc la partie du soin, elle est là aussi. Et ces situations-là, on les prend à bras ouverts, tu vois, qu'il y a une portée autre que juste le constat. Aujourd'hui, ils vont bien, ces deux-là, ou après? Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place tout ce qu'on pouvait pour eux. Ils vont bien. Quelle grande question. Cette violence, on l'a souvent chez les petits ou chez des... Voilà, cette violence dans les couples, c'est plus de la moitié des violences à la personne aujourd'hui. Et ça se passe dans le milieu intrafamilial, ça se passe à la maison. Donc quand ça hurle, quand ça crie, quand ça jette des objets dans un appartement, tout le monde entend, tout le monde voit. À côté, les enfants n'étaient pas là, ils étaient dans leur chambre. Pense à les parents en train de tout casser dans la maison. Les enfants, ils sont réveillés, ils sont terrorisés derrière leur porte. Ils sortent pas, mais ils sont juste là et ils entendent tout. Moi, j'ai des gens qui me ramènent des enfants qui m'ont ramené des scènes, alors vaguement enregistrées, vaguement filmées ou en tout cas sonorisées, où tu entends des hurlements, des cris, des trucs qui tombent. C'est très dur, c'est très dur. T'as déjà eu des affaires d'homicide, mais qui ont été déguisées en suicide? Genre par exemple quelqu'un qui fait un meurtre et en fait il essaie de déguiser ça comme si c'était la personne qui s'était elle-même tuée ou Oui, il y a des histoires, quelques-unes mal faites, où on a essayé de faire croire en amenant un peu le corps ou en essayant de le reprendre. Des histoires par exemple de pendaison. J'en ai une avec une pendaison qui essayait d'être simulée, sauf que le lien, il correspondait pas et qu'un lien de pendaison, il a des caractéristiques particulières. C'est-à-dire il est aussi tué, il remonte un peu, il marque le coup. Et là, on voyait bien que c'était des choses qui avaient été faites. Et puis, il y avait aussi des lésions de traînage. Traînage, c'est-à-dire que quand tu tires un corps, un corps, 70 kg, 80 kg, c'est lourd. Donc, forcément, on va faire ce genre de choses. Donc, il y avait des choses qui étaient incongrues, qui n'étaient pas logiques, qui ne pouvaient pas se passer dans cette histoire-là. Comme une histoire aussi de décès dans un domicile où le fils avait sans doute étouffer la mère et puis laisser des comprimés à côté, le fils avec des antécédents psychiatriques qui vivait avec elle, étouffer, puis enlever l'oreiller, et l'oreiller sur lequel on retrouvait des traces, parce que dans ces histoires-là, le légiste, il n'est pas tout seul, on a aussi les sciences forensiques, les sciences médico-légales, donc le prélèvement, l'ADN, le repérage, plein de choses qui vont nous aider, et on est véritablement dans une collaboration pour retrouver ces éléments. Ça arrive souvent comme ça que tu as des gens qui commettent un meurtre mais qui ensuite essayer de le camoufler en c'est un truc qui est fréquent ou pas vraiment Alors, c'est souvent à l'intérieur des maisons, Ouais. À l'intérieur des domiciles, on va essayer. À l'extérieur, l'auteur va laisser croire qu'il y a d'autres personnes qui ont pu venir, puisque c'est ouvert, c'est dans la rue, donc normalement, n'importe qui peut y avoir été, donc ils vont essayer là-dessus. Quand c'est à l'intérieur, ils vont essayer de dissimuler, mais de façon assez maladroite quelquefois. Ils réagissent comment quand on leur montre les preuves, par exemple, qu'en fait non, la personne ne sait pas. Est-ce qu'ils avouent tout de suite, tu vois, ou est-ce qu'ils essaient toujours de... Toujours, les gens vont rester dans un déni, vont s'entêter, vont avoir les conseils de l'avocat qui va dire ne dites rien. Bon, on va voir tout un tas de choses. Il y a des affaires tonitruantes. Là, on est en train de juger une affaire jubilaire avec une absence de corps, quelqu'un qui dit non et sur lesquels on ne sait pas. La médecine légale ne peut pas tout éclairer. Il faut quand même qu'on ait quelques éléments matériels pour pouvoir juger. Il y a une autre affaire dont tu parles dans le livre, c'est une affaire d'une prostituée qui aurait été agressée au couteau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire assez terrible, parce que c'est une histoire de pure violence. Cette violence-là, elle arrive sur des gens qui sont souvent dans un contexte de misère. Une pauvre prostituée dans une pauvre camionnette, ça fait pas très envie quand même. Dans une camionnette. C'est vraiment, elle est là, c'est une femme africaine qui a une petite cinquantaine d'années, c'est la misère quoi, en cas de volume. Et elle tombe sur un fou furieux qui va tenter de la tuer, qui va véritablement la balafrer, lui donner des coups, elle se bat comme une lionne, elle le repousse, elle arrive à le jeter de la camionnette et elle a courir. Elle est en sang, il lui a fait des grandes plaies sur le bras, sur l'avant-bras, il a essayé de la toucher au thorax, elle a des plaies.
des choses qui sont abominables, elle va réussir à avoir des secours avant de s'effondrer, et lui va s'enfuir. Mais c'est absolument un vrai massacre, c'est une vraie horreur de cette histoire-là. Et puis, double horreur ou horreur encore plus, parce qu'elle cicatrise mal, parce que ça la laisse balafrée, qu'à chaque fois qu'elle voit son corps ou qu'elle se lave, simplement, elle va voir ses cicatrices. Elle a presque des mètres de cicatrices en les cumulant les unes aux autres. Et l'auteur va, du fait d'un délai, du fait d'une reconvocation aux assises, va pouvoir partir en étant reconvoqué éventuellement pour des assises. L'auteur, c'est un conducteur de poids lourd, et c'est un conducteur de poids lourd étranger. Inutile de dire que j'imagine mal qu'on puisse un jour arriver à lui donner un jugement. Donc il n'a même pas été OK. Donc cette victime-là, non seulement elle a été marquée dans sa chair d'une façon la plus violente, elle s'est vue mourir, elle s'est vraiment vue mourir. Elle s'est battue avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir, elle l'a eue. Et lui, elle sait qu'il ne sera jamais jugé. Ce qu'on voudrait avoir dans la justice nous dépasse et nous conditionne. Ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il est reparti dans un autre pays ou Il est reparti, le temps de juridiction, il a trouvé le moyen d'être... Après avoir fait une peine, il a purgé sa peine et puis ensuite il devait comparaître libre. Ouais. Inutile de dire que ça me semble hautement hypothétique qu'il revienne de son pays lointain. Il y a une autre affaire dont tu parles dans le livre, une femme qui s'appelle Farida, torturée par son fils. Ah, c'est une histoire très dure. Alors, les histoires très dures dont on parle, on les trouve souvent en milieu familial. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des choses où il y a cette espèce d'acharnement et là, le fils qui est toxicomane, il veut absolument de l'argent. Et il va encore solliciter une fois de plus sa mère. Alors, il sait bien que s'il lui demande de l'argent, il lui a tellement demandé d'argent que sa mère va dire non au bout d'un moment. Et là, il se fait porter en disant « Oh, je suis malade, je veux pas bien. » C'est la mère, donc bon. Elle arrive. Je suis pas... il est un peu plus loin, donc viens avec ta voiture. Donc elle vient avec sa voiture, elle arrive, et puis en fait, au lieu d'un fils malade, elle va retrouver un fils et un complice, et ils vont l'agresser, lui taper dessus à coups de batte de baseball, essayer de lui voler ce qu'elle a, son sac, un peu d'argent, prendre ce qu'elle a. Et puis non seulement c'est ça, mais ils veulent encore un peu plus, et ils vont aller jusqu'à l'horreur, puisque là ils vont faire des actes de torture et de barbarie. Il y en a un qui sort une pince, qui lui tire la langue, et lui dit tu dis des mauvaises choses sur moi, t'as une langue de vipère, et il lui coupe la langue. Et on va donc avoir cette femme totalement blessée, gravement blessée, saignant, qui laisse pour morte quasiment. Elle s'évanouit. Sous la douleur, elle tombe, et les deux partent dans une espèce de cavale, ils prennent, je crois, la voiture, ils piquent la voiture, ils filent. Ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait à ce moment-là ? Ils ont été suffisamment sans doute sous l'effet des produits pour être dans une totale insensibilité, et la laisser comme ça. Et cette femme-là, il va y avoir des soins, des nécessités, des choses très compliquées, et un fils qui va ne pas regretter les faits. Autant le complice va s'apercevoir qu'il a été dans le comble de l'horreur, autant le fils va pas les regretter. Et paradoxalement, presque pas le père. Aux assises, la première fois où ils sont entendus, le père dit « Ah oui, c'est normal, elle a une langue de vipère ». Et cette langue de vipère, eh bien, ils ont voulu, d'une certaine façon, lui arracher. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le père, il était au courant, qu'il était... Chose compliquée, il se dit des choses... Quand on est dans le choix, en tout cas, le choix aux assises, pour avoir assisté, le choix de la première fois où il est passé était un choix plutôt pour son fils, qu'il voyait mis en prison, que pour sa femme. C'est assez violent d'entendre ça et de voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que les assises sont de 2024, donc elles sont récentes. La femme aujourd'hui, elle a survécu, elle a quand même... Elle a survécu, elle a quand même des séquelles, parce que heureusement, la plaie n'a pas été aussi profonde, aussi grave, mais il reste des séquelles et des choses qui étaient très marquantes. Et là, quand on passe dans une possibilité de faire des actes de torture et de barbarie,
on est toujours effrayé quand même de ce que peut faire l'humain. On sait ce que les deux garçons ils ont pris finalement, ou pas forcément ce qu'ils sont... Alors là, ils ont interjeté appel. En appel, un seul, c'est le fils qui avait déposé ça. Et en appel, il a été condamné avec quelques années supplémentaires. Je crois qu'il a pris la peine doit être d'une quinzaine d'années. C'est passé d'ailleurs moins... Ça a été jugé en même temps que le procès Kim Kardashian, mais il y avait beaucoup moins de journalistes pour mon affaire. Bien sûr, tu m'étonnes. Il y a une autre catégorie que je crois que tu as dû faire face parfois, c'est des violences dans les couples. Tu as déjà eu des cas comme ça Ces violences dans les couples, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On les a mesurés sur les femmes qui viennent et qui ont déposé plainte et qu'on voit dans nos unités médico-légales, médico-judiciaires. 25% d'entre elles sont victimes de violences sexuelles. Et ça va toucher des jeunes couples, ça va toucher des couples qui sont là, et on voit beaucoup de scénarios qui sont des scénarios de violences sexuelles. Beaucoup qui sont des reproductions de scénarios que monsieur voudrait faire jouer à la maison à une dame qui n'a pas du tout envie de jouer ça, qui n'est pas une actrice, et qui se retrouve dans ces cadres-là et dans ces obligations. Alors, pour tenir le coup, certaines tiennent en s'alcoolisant parce que c'est insupportable, tiennent en prenant des médicaments. Et j'ai en mémoire là une histoire assez sordide et très compliquée d'une femme d'un officier que monsieur amenait dans des clubs échangistes pour être à la disposition des uns et des autres. Lui, son plaisir, son fantasme, c'était de la voir être vue par d'autres hommes, qu'il amenait aussi quelquefois à la maison. Il y avait qu'une difficulté, parce que dans l'histoire, d'aucuns disent écoutez, c'est quand même la dame qui a fait ça. Mais la dame, quand elle est sous l'emprise de l'alcool, parce qu'il faut qu'elle tienne et que c'est trop douloureux, c'est plus ce qu'elle fait. Oui. Et ces soumissions chimiques, d'une certaine façon, on les voit, il n'y a pas besoin que ce soit une histoire Pellicot. L'histoire Pellicot, elle a mis ça en avant. Mais ces histoires-là, on en a de plus en plus, avec une difficulté de prouver, d'attester, de voir. Et je parlais de cette histoire-là dans un milieu qui, normalement, sera un milieu bien élevé, convenable, où ça ne se passe pas. Et ces histoires-là, on les voit dans tous les milieux, dans tous les endroits. Et beaucoup aussi chez les gens jeunes, parce que ces violences dans le couple et ces violences dans le couple, on va le voir beaucoup dans des couples jeunes. Il ne faut pas imaginer que les couples aujourd'hui, c'est le vieux couple qui se déteste après 50 ans de vie commune. Des couples de 50 ans de vie commune, il y en a chez nos parents, grands-parents, mais il y en a de moins en moins. Et par contre, des jeunes couples, il y en a de plus en plus. Et ces scénarios-là qui sont mimés, reproduits, mis dans le fantasme de l'auteur, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. T'as déjà eu des affaires d'infanticide ou sur des enfants, des trucs... J'imagine les trucs les plus durs les infanticides, ouais, c'est assez terrible. J'ai souvenir d'un infanticide où la femme avait véritablement programmé ça, s'était fait aider du mari à essayer de dissimuler quelque chose de tout à fait terrible, qui nous avait amenés aux assises avec un enfant une petite fille qui avait vraiment envie de vivre parce que ils ont dû utiliser au moins 3 ou 4 moyens pour arriver à la tuer. Ils ont réussi finalement Ils ont réussi, mais ils ont réussi en essayant de l'étrangler, puis en lui portant des coups de ciseaux, puis en lui donnant des coups, puis tout ça dans une espèce d'horreur totale. Chez des gens, on ne peut plus effacer tranquille, en apparence, dans une maison d'un ordre parfait, sans poussière, et un espèce de crime de l'absurde parce que la grossesse, on n'en avait pas besoin ou c'était embêtant parce qu'il allait falloir remodeler une chambre alors que tout était parfaitement dans l'ordre. C'est parce que la fille était enceinte que du coup ils se sont dit non, on veut pas... Oui, avec un couple tout à fait capable d'assumer, les deux travaillant, aucun problème social. Donc nos histoires de l'intérieur et nos histoires sur l'infanticide et nos histoires sur les violences
nous concerne une large population qui n'est pas forcément une population de délinquance usuelle. Il ne faut pas imaginer qu'ils sont affreux, sales et méchants. Et comment ça se passe? Ils se mettent d'accord et ils se disent ok, on va... Alors là, il y avait une espèce de paradoxe. Il y avait un monsieur totalement effacé, en plus employé par les parents de sa femme, donc une personnalité très effacée, et puis une dame qui véritablement, elle avait pris le lead. Évidemment d'ailleurs, puisque cette histoire d'infanticide, c'est un de mes insuccès, puisqu'on a bien prouvé, apporté ces éléments, et il y a eu tout un tas de discussions qui ont convaincu le jury en disant ça doit être un déni de grossesse. Elle ne se savait pas enceinte et elle s'est sentie désemparée, niant le fait que le mari n'avait pas le déni de grossesse et avait participé, etc. Donc on a tout effacé. C'était une période où le déni de grossesse était un petit peu à la mode. Donc il faut faire attention aux interprétations par période. Il y a des périodes il y a eu des périodes où le fait d'avoir vécu une jeunesse difficile expliquait, ou en tout cas était un grand moment de pardon ou de diminution des peines. Non, il y a des gens qui vivent des choses difficiles et qui ne sont pas violents, puis il y a des choses qui n'ont pas vécu de choses difficiles et qui sont violents, donc il faut faire la part des choses. Dans ce cas-là, les parents, ils ont quand même été placés en prison quelque part, ou au contraire Eh bien, ils n'ont même pas vu cet espace de détention. Ils ont été amenés, ils sont ressortis et le procès n'a pas été rejugé. Mais il y a la vérité judiciaire. Et parfois, voilà, on peut la mettre en cause, mais voilà, elle est prononcée. Est-ce qu'il y a un petit dernier truc auquel vous voulez aborder comme ça aujourd'hui? Ça peut être... J'ai une histoire récente d'une petite fille victime de violence, et victime de violence par ses frères. Ses frères qui l'agressaient et qui font que l'enfant a été totalement perturbé, totalement démuni. Et donc on a une petite fille, quand je l'examine, c'est une petite fille, elle a 11 ans. Elle a 11 ans et comme tous les enfants qui sont victimes de ce genre d'abus, elle a un discours qui est parfois un petit peu sans affect. Elles peuvent vous raconter des horreurs. Et là, elle va me raconter 17 minutes d'horreur. 17 minutes d'horreur, pourquoi 17 minutes? Parce qu'elle me raconte tellement de choses que je lui dis, écoute, je ne peux pas tout noter, tu vas trop vite, est-ce que je peux t'enregistrer? Et elle me dit, ben oui, je veux bien. Et elle me raconte 17 minutes d'horreur. 17 minutes d'horreur par un frère, 2 frères, 3 frères. Mais ses propres frères? Ses propres frères. Plus âgés qu'elle, évidemment. Parfois ensemble, parfois pas ensemble. Elle le dit avec des mots terribles. Elle dit ils n'étaient pas tout le temps tous les 3. Quelquefois, il y en avait un qui est resté à l'internat, puisqu'il est en internat dans un lycée. Et elle raconte ces horreurs comme ça, tranquillement, des abominations chez une petite fille. Et elle termine son récit par « et c'est tout ». Et le « et c'est tout », il est terrible. Il est terrible parce que ça veut dire qu'elle est sortie. Elle est détachée. Elle est détachée. Elle arrive psychiquement à être totalement détachée, heureusement, d'une certaine façon, parce que cette dissociation, ce qu'on appelle la dissociation traumatique, être dissocié, c'est le seul moyen de survivre pour elle. Et malheureusement, ces histoires-là, on les voit de plus en plus, et les mineurs ne sont pas épargnés, et on voit des histoires qui sont encore terribles aujourd'hui, en 2025, au XXIe siècle, alors qu'on a beaucoup de choses et qu'on essaie de les communiquer. Donc si vous avez autour de vous des histoires de ce type-là, appelez, essayez de le faire savoir, appelez le 3919, essayez qu'on puisse les sortir et ne pas avoir des histoires trop longues à raconter aux médecins légistes. Je veux plus entendre 17 minutes. Oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, on mettra évidemment les numéros de téléphone qui s'affichent maintenant à l'écran. Bernard, merci infiniment. C'est avec plaisir. Dans ton livre, tu parles donc de ce genre d'anecdotes. C'est 15 histoires en tout, c'est ça? Une quinzaine, oui. Une quinzaine d'histoires en tout qui traitent d'histoires que tu as pu rencontrer. C'est quoi un peu ce livre pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode? Un accès à des histoires vraies, à des histoires relatées du plus près, puisque le témoin qui est le médecin légiste les raconte. Mais c'est aussi des choses pour nous faire réfléchir, et pas seulement sur le sordide, nous expliquer un petit peu notre société. La voir, la comprendre, et derrière aussi, pour tous ceux qui veulent,
imaginer une prévention, parce que le monde merveilleux, ce sera le monde où les médecins légistes sont juste à discuter en excellente compagnie, mais pas à écrire des livres sur leur vécu. Tout à fait, ouais. Pour les morts et les vivants, aux éditions Mareuil, c'est ça? Absolument. Et on peut se les procurer un peu partout, je crois, tu m'as dit. Dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Incroyable. Ben, merci infiniment. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle que si vous aussi voulez participer à un épisode de StoryCube, vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de ce que vous avez vécu. Et pour les autres, je vous mets 2 épisodes juste ici sur votre écran. Vous pouvez cliquer pour continuer à passer la soirée avec nous. Sur ce, c'était Nora. Bonne soirée.